طلبوا مني باش نقدم المداخله نتاعي باللغه العربيه. كان جات الطلب هذايا ماخر ياسر، ما لقيتش الوقت الكافي باش نعرب النص هذايا. اذا استعمال اللغه الفرنسيه مش من سوء النيه، لكن مساله وقت بركه. ثم حاجه اخرى في البرنامج بالعربيه وبالسوري ما غير تسخيره، حطوا مدير معهد الاداب العربيه. ما ريتوش انا كبرت وشفت، لازم تحطوه سابقا. Je vais commencer par la fin. L'année dernière, 2013, l'Académie tunisienne Beit el-Hakma publie Al-Mawsou'a al-Tunisiyya, la première encyclopédie tunisienne. Et c'est avec un plaisir non dissimulé que j'ai trouvé à la lettre Alif, Ibla. Je m'attendais plus ou moins à trouver à la lettre Mim, Ma'had al-Adab al-Arabien, mais une encyclopédie tunisienne, contemporaine, mais à la lettre Alif, un institut fondé par des prêtres catholiques européens. Deuxième fait contemporain, la revue Ibla, qui a été fondée en 1937 par les Pères Blancs, donc toujours des prêtres catholiques européens, est aujourd'hui dirigée et gérée par des musulmans laïcs tunisiens. Alors je me dis que ces deux petits faits montrent qu'on a pu résister à tous les régimes, le protectorat français, Bourguiba, Ben Ali et les islamistes. C'est pas mal quand même. Mon exposé comprendra 4 parties: Genèse, 1, 2, développement, 3, la revue, 4, la culture tunisienne dans la revue. D'abord pour les jeunes, parce que je m'aperçois que les jeunes savent plus ce que c'est que les Pères Blancs. Par exemple, quand je sors de Tunis le soir, en allant vers la Goulette en voiture, je suis toujours arrêté comme tout le monde par les policiers. Alors les policiers, assalamu alaikum, Jean Fontaine, Imesik Belkhir, moi je suis élève de Abdelaziz Raoui, Al-Awraq min fadlak, tfaddal. Monsieur Jean, je t'armelle fait Donia. Ana Babbas. Je suis un Babbas. Donc vous voyez, ils ne savent même plus ce que c'est qu'un prêtre catholique. Or, c'est Surat al-Maïda dans le Coran. Le Coran connaissait très bien les 2 espèces de prêtres qu'il y avait dans l'église catholique. ولا تجدن أن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Donc le Coran sait qu'il y a le qas ou le qissis, qui est le prêtre qui s'occupe d'une église, comme ici à la cathédrale, et puis le rahab, pluriel rohban, qui sont d'autres prêtres qui ont un objectif plus particulier. Ces prêtres, on les appelle ou bien des religieux, ou bien des moines, et ils font partie de congrégations, rohbaniya. Il y a 2000 congrégations dans l'église catholique. Alors, vous voyez, c'est pas rien. Alors certaines sont dans le bassin méditerranéen, au moins sont assez célèbres, par exemple les franciscains qui tiennent en main tous les lieux où Jésus aurait vécu en Palestine, les dominicains qui dirigent un institut d'études orientales au Caire avec une bibliothèque absolument fantastique, un tout nouveau bâtiment, et les jésuites qui ont fondé l'université Saint-Joseph à Beyrouth. Université que M. Dali Jazi a consultée quand il a voulu réformer Kulliyat Usuluddin, Zaytouna. Alors les Pères Blancs, ça fait partie des congrégations. Voilà. Ils ont été fondés à Alger en 1868 par le cardinal Lavigerie. Ils sont arrivés ici en 1875 avec 3 objectifs. 1. Fouiller et créer un musée à Carthage, ce musée continue. 2. Fonder un collège secondaire à la Marsa, qui a été ensuite transféré à Tunis, vendu au gouvernement français, qui est devenu lycée Carnot et maintenant lycée Bourguiba. Et 3. Une ferme à Tibar, qui continue toujours et qui produit une très bonne liqueur qui s'appelle la Tibarine, dans des petites bouteilles avec deux pyramides renversées l'une sur l'autre. Donc ce sont des choses qui continuent. L'Ibla commence le 18 novembre 1926 à Dar Bokhris, que vous pouvez toujours voir entre le cimetière américain et la ville de la Marsa. Elle est en réfection, le ministère de la Culture voudrait en faire un musée. Et c'est là qu'on commence. C'est une maison d'études pour que les Pères Blancs puissent apprendre l'arabe et la religion, se former en religion musulmane. Cette maison d'études arrive à Tunis et s'installe à Jamal Awad, comme maintenant, le 15 février 1932.
Alors, comment se former en arabe? Les premiers professeurs des Pères Blancs à cette époque-là, c'était les chiites de la Zitouna, puisque c'était ceux qui connaissaient le mieux l'arabe. Et puis, il y avait quelques autres intellectuels, comme Heshmi Sebaï ou bien Hassan Hosni Abdel Wahab. Ils étaient donc à bonne école et ils suivaient tous les cours de la Khaldounia pour avoir aussi l'arabe moderne. Et c'est en donnant des conférences aussi à la Khaldounia qu'ils ont rencontré Bourguiba dès 1929. Bourguiba habitait Maqal Zaïm, enfin ça s'appelait Rahbat Arlem, donc à côté de chez nous, de 1938 à 1954. Et quand il a été arrêté par les Français, sa femme et son fils sont venus chez nous pour téléphoner à Montgislim pour savoir qu'est-ce qu'ils allaient devenir alors que la police française occupait leur maison. Pour faciliter le travail de ces pères blancs pour apprendre l'arabe, alors on leur distribuait des petits polycopiers. Alors, tous ces documents ont été étudiés par M. Tayob Bakouche dans son 3e cycle, et il en a fait un petit article dans la Revue tunisienne des sciences sociales en 1975. Deuxième partie, développement. Quand Tahar Haddad publie son livre Imra'atuna fi Sharia al-Mujtama, les Pères Blancs le soutiennent. Ils écrivent des articles dans un certain nombre de journaux, et à ce moment-là, le bruit court que c'est un Père Blanc égyptien qui a écrit le bouquin. Et c'est là qu'on voit que les réactionnaires ne comprennent jamais rien. Si les Pères Blancs ont soutenu Tahar al-Haddad, ce n'est pas parce qu'il parle de la femme ou des ouvriers tunisiens, c'est parce que dans son introduction, il dit une chose essentielle si on veut en comprendre ce qui se passe avec les salafistes aujourd'hui. Il dit, dans le Coran, il faut distinguer 2 niveaux. Il y a le niveau des vérités éternelles, qui concerne Dieu et la foi, et il y a le niveau des applications concrètes, qui concerne ce que, puisque le Coran parle de El-Insan Khalifa, donc l'héritier de Dieu, a les plein pouvoir pour gérer le monde d'ici-bas. Donc cette idée nous plaît beaucoup, parce que c'est comme ça que nous essayons de lire aussi l'Évangile. Donc voilà pourquoi on a soutenu Tahar al-Haddad, à cause de son idée fondamentale concernant la religion dans la civilisation moderne. Alors ce qui est amusant, c'est que 50 ans après ces événements, encore un journal tunisien dit « Ouais, les Pères Blancs, c'est eux qui ont écrit le livre de Tahar al-Haddad », et il a fallu que je fasse une mise au point pour leur expliquer que quand même, c'était pas tout à fait ça. Toujours concernant donc IBLA, Institut des Belles Lettres Arabes. Alors le mot belles lettres, ça fait toujours un peu drôle. Aujourd'hui, on dirait les sciences humaines. Alors parfois, on reçoit des lettres à l'IBLA, Institut des Belles Arabes. Alors on est flatté. Hein. Si les belles viennent, pourquoi irait-on chercher les LED? Ou bien alors en arabe, El-Huruf el-Jamila, au lieu de El-Adab, parce que les pauvres, ils ne comprennent plus très bien ce que c'est que les belles lettres. Donc il y avait... Beaucoup ont pensé qu'on dépendait du ministère des Affaires étrangères français ou du protectorat français. Et il a fallu beaucoup de mise au point, et en réalité, on s'est toujours bagarré avec le gouvernement français concernant en particulier l'indépendance de la Tunisie, puisque les Pères Blancs l'ont demandé bien avant longtemps qu'elle n'arrive. Et tout ça, ça se passait dans le cercle des amitiés tunisiennes. Et je vous raconte cette anecdote, inauguration du cercle. Donc ce sont des conférences qui sont données, il y en a eu une centaine sur 30 ans, où les grands intellectuels de l'époque venaient parler chez nous, et le représentant du protocole du protectorat français est venu dire au père André de Merseman, mais non, vous avez mis le représentant du B à votre droite et le français à votre gauche, c'est le contraire, il faut mettre le français à votre droite et le tunisien à votre gauche. À quoi le père de Merseman a répondu, je suis chez moi, je fais ce que je veux. C'est pour dire que ça n'a pas toujours été facile. En 1948, les autorités du protectorat excluent des lycées tunisiens les élèves de terminale à cause de leurs activités nationalistes. Alors les Pères Blancs, avec des collègues tunisiens et des coopérants, récupèrent ces lycéens et leur ont donné des cours pour qu'ils puissent passer le bac. Du coup, la bibliothèque de l'Institut qui était faite pour ceux qui apprenaient l'arabe, les prêtres, a été mise à la disposition des lycéens. Et quand la faculté s'est créée, les étudiants, et c'est comme ça que la bibliothèque de l'IBLA
est devenue une bibliothèque connue sur le marché. Alors à cette époque-là, bon, alors, il y avait d'un côté les lycéens tunisiens, de l'autre les prêtres qui étudiaient l'arabe. Il n'y avait plus assez de place dans la maison, donc la maison d'études pour les prêtres s'est séparée, est allée à Manouba, dans le palais qui est aujourd'hui le gouvernorat. On avait acheté cette maison, qui a été nationalisée en 1964, et à ce moment-là, on est parti à Rome. Troisièmement, la revue. Dès le premier numéro de la revue Ibla, 1937, les Tunisiens ont collaboré. Et à l'époque, au début, c'était des petits fascicules polycopiés, comme ça, un peu minables. Cette revue a été publiée surtout pour faire comprendre aux Européens qu'est-ce que c'était que la Tunisie. Donc, il y avait beaucoup de textes sur les coutumes, sur le folklore, sur la poésie. On donnait le texte en arabe et en français. Et beaucoup d'explications pour permettre, donc, par exemple, aux colons de mieux comprendre leurs ouvriers. Et aussi, le but, c'était d'essayer d'orienter donc, ces Européens pour la compréhension, à l'époque, on disait franco-tunisienne. Donc, apprendre à chacun des interlocuteurs les chances d'un monde nouveau que préparait l'indépendance. Donc, liquider les préjugés, reconnaître les légitimes aspirations des Tunisiens. Ça ne s'est pas fait tout seul. Je vais vous donner un exemple. Quand le père de Merseman, dans son éditorial de la revue Ibla en 1951, dit qu'il faut donner l'indépendance aux Tunisiens, il y a un prêtre de Tunis qui lui a envoyé du papier hygiénique dont il s'était servi avec sa signature. C'est pour vous dire jusqu'où ça allait. Et même le journal Le Monde a dit les curés à la sacristie. Donc c'était un combat. Alors certains ont dit d'ailleurs que les idées nationalistes de Bourguiba et des grands militants, Edine Mira et compagnie, qui venaient régulièrement chez nous, venaient des Pères Blancs. Bon, il ne faut quand même pas exagérer, que les Pères Blancs participaient aux discussions des militants tunisiens à cette époque-là, c'est une certitude, mais il ne faut quand même pas aller jusque-là. Donc quand on demande dans la revue Ibla justice et fraternité, les réactions sont assez négatives. Et en particulier parce que la revue et l'Institut, ce n'est pas simplement des gens qui étudient, on était vraiment sur le terrain, et quand en 1952, la Légion étrangère a ratissé le Cap Bon, les Pères Blancs sont allés avec les Barlous pour arrêter les légionnaires pour qu'ils ne massacrent pas toute la population, en particulier à Tazerka. Et c'est la raison pour laquelle Mahmoud Messardi a toujours été très reconnaissant au Père Blanc, parce qu'il disait qu'on avait sauvé la vie à son frère. Alors ce qu'il y a de bizarre, ou je ne sais pas s'il faut dire ça bizarre, c'est que ceux qui ont soutenu les Pères Blancs, c'était la gauche, y compris la gauche française. Et je constate qu'aujourd'hui, la plupart de mes amis font partie aussi de la gauche tunisienne. Alors il faudra peut-être poser des questions un jour là-dessus. Dès que la Tunisie est indépendante, les articles de la revue parlent de la personnalité de base de la Tunisie. Qualité maîtresse des Tunisiens, formulation de l'idée de patrie dans la Tunisie, genèse et formation de la conscience nationale. Donc on voit que la revue est vraiment le reflet d'un pays qui fait l'expérience de son indépendance. Alors, cette revue je vais donner quelques chiffres, parce que la modernité, c'est la rigueur scientifique, et la rigueur scientifique, c'est la mesure, les chiffres. Et je vous dis ça parce que depuis 2 ans, maintenant 2 ans et demi, je suis de très près des manifestations salafistes, et je constate que dans les médias tunisiens, quels qu'ils soient, à la télé, la radio, les journaux, les Facebook, tout ce que vous voulez, on dit les chiffres, c'est n'importe quoi. Alors ça ne peut pas marcher. Par exemple, le même jour, je lis dans un journal, les salafistes sont 3000, et l'autre journal, ils sont 20 000. Alors,
qu'est-ce que les chiffres veulent dire. Ou le porte-parole du ministre me donne un chiffre, le mercredi et le jeudi, le ministre me donne un autre chiffre. Alors vous voyez, il y a un problème là, vous avez un problème avec les chiffres, et il faudra bien le résoudre un jour, parce que sinon, je ne vois pas très bien comment on peut construire le pays sans cette rigueur. Alors comme je n'ai pas du tout suivi mon plan, voilà, voyons les chiffres. Donc dans les 6 premières années de la revue Ibla, 30 articles sur les proverbes, les énigmes et les contes, 20 articles sur la femme, 21 sur les problèmes agricoles, 18 sur les coutumes. Et grâce à cet effort, il y a des textes de poésie de Cher Malhoun, de poésie en arabe dialectal, qui n'existent plus que dans notre revue. Alors, après la Deuxième Guerre mondiale, la civilisation arabe commence à avoir de plus en plus d'importance dans la revue. Par exemple, sur les 20 années qui ont suivi, 60 articles concernant l'ethnographie et la sociologie, 30 articles d'études de terrain, 60 articles de folklore, toujours en 20 ans. Après, vers 64, c'est très différent, c'est la culture sous tous ses aspects. Le cinéma, le théâtre, la musique, la peinture, la jeunesse, les examens scolaires, les bibliothèques, la documentation, les sports. Et à partir de ce moment-là, 44 écrivains tunisiens contemporains sont présentés et traduits dans la revue Ibla. Quand le gouvernement, quand l'État tunisien s'oriente vers la collectivisation, les Pères Blancs ont essayé aussi de partager un petit peu cet élan vers une société qui aurait dû devenir un peu plus juste. La revue publie 7 articles sur Avicenne, Ibn Sina, un numéro spécial sur El Ghazali, 5 articles qui présentent l'évolution de la mystique musulmane, parce que tout mystique, donc tout être humain qui veut s'approcher de Dieu, franchit les mêmes étapes, quelle que soit sa religion. J'ai retrouvé exprès, je me suis amusé, c'est de vous dire, j'ai cherché dans le Coran l'évolution de l'expérience mystique de Mohammed. Et j'ai trouvé exactement les mêmes étapes que celles des mystiques juifs ou chrétiens ou hindous. Donc présenter la mystique musulmane était important. Les penseurs musulmans contemporains aussi, bien avant Rachid el-Zim. Et aussi, j'ai constaté que la revue Ibla était la première à publier un essai de lecture historique des Mille et une nuits. Les Mille et une nuits ont 3 couches différentes, et chaque couche peut être identifiée à travers les thèmes, le vocabulaire et l'idéologie. Et donc c'est la revue qui, la première, a fait ce pas. Alors, je termine. En conclusion, peut-être que ce qui a fait la durée de notre revue, c'est l'alliage entre rigueur et bienveillance. À l'époque, quand nous avons commencé, il y avait assez de gens qui disaient du mal de l'islam et des Tunisiens pour que nous puissions revendiquer le droit d'en dire du bien. Et je constate que malheureusement, c'est toujours le cas aujourd'hui. Et je dois me battre contre cet état d'éditeurs et de gens qui publient des livres pleins de mépris. Voilà. Ensuite, le succès de l'Ibla probablement est dû au fait que c'était une équipe internationale. Dès le début, il y a eu un Italien, donc un Égyptien, un Français. Maintenant, le directeur est un Anglais. Il y a le futur bibliothécaire, c'est un Tanzanien. Cet après-midi, Jonathan va vous parler, mais là, lui, il est nigérian. Donc, la perspective que nous avons n'est jamais une perspective locale. C'est une perspective
internationale universelle, et nous espérons que c'est celle aussi du Vatican. Enfin, je pense qu'une des raisons du succès de notre entreprise, c'est que nous ne sommes jamais immiscés directement dans les affaires politiques et religieuses. Ce n'est pas notre choix, et le titre de l'exposé, je l'ai fait corriger pour que ce soit entre les Pères Blancs et la culture tunisienne. Et c'est cette neutralité positive qui me paraît être un des secrets de la durée de ce lieu de rencontre entre les intellectuels de tous bords. Je vous remercie de votre attention.